Très bien. Je vous propose de vous asseoir pour qu'on puisse débarrer dans quelques secondes ce débat. Et nous sommes heureux avec Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, de vous accueillir depuis ce matin jusqu'à demain en début d'après-midi pour une série de conversations auxquelles vous avez peut-être déjà assisté dans l'auditorium, et une série de face au think tank. Et merci, monsieur le haut-commissaire, cher François Bayrou, d'avoir accepté d'ouvrir ce premier format face au think tank. Merci à la tribune, Nicolas Prissette, d'animer ce moment. Merci à vous tous. Je crois que le contexte appelle un débat d'idées, appelle des confrontations, appelle de valoriser le travail des think tanks qui est extrêmement intéressant, qui nous nourrit aussi dans nos engagements politiques divers et variés. Et donc c'est le but de ces rencontres des Sablons, de créer ce dialogue entre l'opinion, les think tanks et de le faire rayonner bien au-delà de Neuilly qui vous accueille. Merci beaucoup et on vous laisse débattre. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'animer cette rencontre où on va parler d'avenir, rencontre prospective, le thème « Vivre demain, éclairer les grands enjeux de société ». Et François Bayrou, haut-commissaire au plan, c'est un honneur et une chance de vous avoir ce matin pour nous éclairer sur ce que peut être le monde de demain. C'est en tout cas la mission et la fonction que vous a confiée le président de la République. Vous allez évoquer devant nous notamment l'avenir du modèle social français, un thème qui nous tient tous particulièrement à cœur et qui est un des fondements de notre cohésion nationale. Je vais vous inviter à prendre la parole dans quelques instants et ensuite vous serez interpellé, donc vous êtes face au think tank, c'est aussi comme ça que s'appelle ce rendez-vous ce matin, et vous serez interpellé par Laurent Capelletti. Bonjour. Vous êtes professeur aux arts et métiers, directeur de l'Observatoire de l'emploi, de la formation et des compétences à l'Institut Sapiens. De quoi allons-nous parler avec vous ? Alors nous allons parler de comment éviter que déraille notre système social. Bon. Espérons que la conclusion sera positive. Antoine Bueno, bonjour. Vous êtes bonjour. Conseiller au Sénat, essayiste et prospectiviste. Et votre thème, c'est les enjeux politiques de la transition écologique. On restera positif aussi. Oui, oui. Et Jean-Thomas Le Sueur, vous êtes directeur général de l'Institut Thomas More. Avec vous, nous parlerons du revers de la pièce de la médaille du modèle social, c'est-à-dire la crise du modèle politique français. Avant 13h, parce que le programme s'annonce particulièrement riche. Je dois vous dire aussi que vous aurez la parole dans la salle. Vous pouvez poser des questions en allant sur une application qui s'appelle WooClap et que je vous invite à charger en scannant le QR code qui est indiqué sur les fascicules de programme. Si vous ne les avez pas, je pense qu'il y a des organisateurs, organisatrices dans la salle qui peuvent vous donner le fascicule afin que vous puissiez poser des questions et on essaiera de consacrer un maximum de temps. Et on commence avec vous, François Bayrou. Je vous invite à nous donner votre vision prospective sur le modèle social français. Merci de votre invitation. Pour en effet aborder les questions qui sont celles de notre avenir à la fois le plus immédiat et de moyen et long terme. Et d'abord pour faire une remarque je parlerai brièvement au début pour pouvoir répondre aux questions. Faire une remarque très simple, on dit modèle social français, il y a un mot de trop. Parce que le modèle social, c'est le modèle français. Nous sommes un pays qui s'est entièrement construit, notamment depuis la Libération et depuis le Conseil national de la Résistance. Il a construit son modèle national autour d'un modèle social unique au monde. Alors personne ne s'en rend compte. Dans l'opinion, on a l'impression, quand on voit la succession de mises en cause et de critiques et de revendications, on a l'impression qu'il y a toujours des retards dans la solidarité. En réalité, le modèle que nous avons choisi est un modèle qui n'existe
pour ainsi dire, nulle part ailleurs. On peut comparer à des pays scandinaves, mais ni l'histoire, ni la géographie, ni la sociologie ne sont les mêmes. Et donc, cette singularité du modèle français, elle mérite d'être éclairée. Nous sommes le seul pays au monde qui a décidé de traiter par la solidarité tous les enjeux, sans exception, de la vie personnelle et familiale. Depuis les crèches, jusqu'à Helmut Kohl, avec qui j'étais très ami en dépit de la différence d'âge, me disait, mais en France, vous allez les recruter à la maternité. Parce que pour un Allemand, l'idée, par exemple, que nous avons une école maternelle est une idée absolument hors du temps et de la compréhension et des principes. Eux, ils ont des jardins d'enfants. Et comme vous savez, le modèle familial allemand s'est construit pendant très longtemps autour du fait que les femmes rentraient à la maison pour élever les enfants et ne travaillaient pas. C'est d'ailleurs une des différences, enfin, un des éléments qui ont permis de différencier pendant longtemps la fécondité française et la fécondité allemande. Donc, il me disait aussi, de toute façon, bientôt, les jeunes Allemands quitteront l'université directement pour la retraite. Parce qu'on entrait sur le marché du travail en Allemagne beaucoup plus tard, à cette époque qu'on entrait en France. Et donc, depuis les crèches, jusqu'à tous les degrés de l'enseignement, de la maternelle au Collège de France, et puis l'assurance chômage, et puis la retraite universelle, tout repose sur le modèle que nous avons appelé dans une étude du plan qui a fait quelques bruits, le modèle du tous pour un. Alors que tous les autres pays sont peu ou prou construits sur le modèle du chacun pour soi. Il y a des filets de sécurité qui permettent d'éviter des sorties de route et d'éviter de laisser sur le bord de la route dans des situations précaires des gens. Dans la plupart des pays développés, c'est comme ça. Mais, enfin, tout le monde connaît bien les États-Unis, la Grande-Bretagne, je ne vais pas insister sur ces points. Chez nous, c'est une prise en charge collective. C'est la communauté nationale qui prend en charge intégralement les services à rendre aux personnes et aux familles dans leur vie. Alors c'est un modèle tellement exceptionnel qu'il mérite qu'on y réfléchisse, et peut-être on aura l'occasion de le faire, mais ce modèle-là, il est aujourd'hui en très grave danger. Pour des raisons qui sont arithmétiques. Et donc à ce titre indiscutables. Et ces raisons sont que un tel modèle ne peut exister et durer, être durable, que si la pyramide des âges permet qu'une base suffisamment large participe au financement de la totalité de ses activités, de la totalité de ses services, qui au passage ne cessent de se développer. Parce que la demande qui s'exprime par la vie politique est une demande de prise en charge toujours plus accentuée. Et ceci explique pourquoi, c'est un combat, vous le savez, que j'ai mené pendant longtemps, que je mène encore, mais ceci explique pourquoi la dépense publique en France est ce qu'elle est, c'est-à-dire beaucoup plus importante que dans des pays semblables aux nôtres en développement, et la situation que notre dette, sujet que j'ai placé au cœur d'années de combat en France, notre dette est naturellement une donnée
inéluctable, inévitable de ce que sera notre avenir. Mais si nous n'avons pas, question démographique, si nous n'avons pas la pyramide des âges qui permet d'assurer que le nombre des cotisants de toute nature, que ce soit fiscalité ou cotisation sociale, est suffisant, et les ressources de ces cotisants suffisantes pour prendre en charge ces choix de solidarité que nous avons faits, alors il n'y a aucune espèce de chance que ce modèle national dure. On connaîtra des crispations, ça se passe très rarement paisiblement, les débats deviennent brûlants, les uns accusant les autres de vouloir brader, mais la vérité est arithmétique. Et comme vous le savez, la France a gardé une démographie pendant très longtemps qui lui permettait d'être à la tête de tous les pays européens. Dans un monde où, je dis ça au passage, on a produit une note du plan qui a fait là encore quelques bruits sur ce sujet, dans un monde où la démographie va devenir question planétaire majeure. Songez que la Chine va perdre entre 4 et 500 millions d'habitants dans les années qui viennent, l'équivalent de la totalité de la population européenne, et va se retrouver dans des États de l'ordre de 900 millions, ce qui évidemment entraîne, moi je pense qu'Alfred Sauvy sur le fond avait raison, la vitalité d'une nation ne se divise pas. Et si elle ne se divise pas, alors c'est évidemment, vous aurez l'Inde à 1,5 milliard d'habitants et la Chine 30% de moins. Et en Europe, si vous regardez l'Europe, si la France gardait sa démographie ou son élan démographique, elle serait dans 20 ans le premier pays européen par la population. Ça change tout, hein, en influence. Mais nous sommes devant un moment de fléchissement qui est extrêmement fort et significatif. Alors, je dis au passage qu'il ne s'agit pas, comme j'entends des interprétations parfois, de pousser, d'obliger, ça n'a rien à voir avec ça. Évidemment, la décision de mettre au monde un enfant est une décision profonde, mystérieuse. Mais on sait deux choses. La première, c'est que les politiques familiales ont une influence, et nous l'avons vécu en direct en France le jour où le gouvernement de François Hollande a coupé un certain nombre d'allocations familiales. Instantanément, il y a eu un effondrement de la démographie. Et ça, c'est évidemment un point d'inquiétude. Mais il y a un point d'optimisme, c'est que quand on fait des sondages, l'UNAF vient de le refaire une fois de plus, quand on fait des sondages pour savoir combien les familles ou les mères de famille voudraient d'enfants, sensiblement, elles voudraient un enfant de plus que ce qu'elles ont. Et je vous rappelle, le taux de fécondité aujourd'hui est à 1,6, c'est ça, quelque chose comme ça, cette année. Le taux souhaité, c'est 2,3 par les familles elles-mêmes. Donc la question pourrait se résumer à on vous donne les moyens ou on vous aide à avoir les enfants que vous souhaitez. Pas à obliger, il y a eu des débats récents après la conférence de presse du président de la République, pas à obliger ou à inciter ou à considérer qu'il y a une espèce de devoir national. Les enfants que vous souhaitez.
Et ça suffirait à redresser très largement la démographie française. Et donc, cette idée-là, ou cette réalité-là du fléchissement actuel de la démographie, c'est évidemment une menace directe et urgente, ou de court terme, sur notre modèle national. Donc ça, c'est la première chose. Permettez-moi de noter une deuxième chose avant que je vous vois, Monsieur Cappelletti, dans un brillant désir d'intervenir. Mais on m'a dit un quart d'heure. Pour l'instant, j'ai pas dépassé le quart d'heure. Quelques secondes. Et j'ai pas l'intention de le dépasser. Donc, deuxièmement, on a une deuxième question qui est très importante pour la cohésion nationale, c'est quelle est la gestion de ce modèle social. Et je pense que le paritarisme, en tout cas l'idée que les responsables civils et civiques devraient pouvoir jouer un rôle dans la gestion de nos systèmes sociaux. Il y avait ce matin une interview du nouveau président de l'UNEDIC qui dit à peu près la même chose. L'idée que tout remonte au pouvoir politique et au pouvoir politique central, cette idée-là aussi est une faiblesse française, à mes yeux. Là, ce n'est pas en tant que commissaire au plan que je parle, c'est en tant que responsable politique engagé depuis longtemps. Le système des retraites, vous savez que j'ai mal vécu la réforme des retraites. J'ai mal vécu la réforme des retraites parce que nous avons mis au plan, en évidence, les vrais chiffres que le Conseil d'orientation des retraites avait oublié de mettre en évidence. Je dis oublié parce que je ne suis pas dans la profondeur des consciences. Je ne sonde pas les reins et les cœurs. Et donc, et les vrais chiffres, c'est que alors que l'institution officielle chargée de donner aux citoyens tous les éléments de compréhension du problème des retraites disait il n'y a pas de problème, on est à l'équilibre, l'étude que nous avons faite, la première, a montré que en réalité, c'est entre 30 et 40 milliards par an d'argent public qui venait équilibrer le système des retraites français. Et je trouve que faire de tout cela un problème directement politique, et quand on dit politique en France, directement lié au gouvernement central du pays qui doit décider à la place des acteurs, c'est une faiblesse française. Et donc je plaide pour une réflexion poursuivie, continuée, dans le sens d'une prise de responsabilité des acteurs de terrain eux-mêmes, ceux qui savent. Ce matin, le nouveau président de l'UNEDIC dit, dans cette interview que j'évoquais, c'est nous qui connaissons le mieux le marché du travail en France. Il n'y a aucun doute de ce point de vue-là. Et on pourrait étendre évidemment à d'autres cette certitude. Et donc, l'idée que... Moi, j'aime beaucoup la définition d'un philosophe qu'on ne cite pas plus jamais, ou pas souvent, qui s'appelle Marc Sangnier, et qui dit « La démocratie, c'est l'organisation sociale qui porte à son plus haut la conscience et la responsabilité des citoyens. » La conscience, et donc l'information, le débat public, ce qui a été complètement manqué sur la réforme des retraites. Le gouvernement avait les chiffres, il ne l'a pas donné. Pour une raison, alors les partenaires, tous publics, les partenaires du corps, n'ont pas donné. Pour des raisons tactiques, on va dire, désastreuses. Moi, j'ai essayé de plaider pour que non seulement on les donne, mais qu'on en fasse
avec les citoyens le sujet du débat, j'étais persuadé qu'on aurait gagné un référendum sur ce sujet. Parce que si vous dites à des parents vote les retraites d'aujourd'hui, celles de ceux qui ont chaque mois une pension, elles sont payées par vos petits-enfants. Mais on est dingue. Et c'est pareil à certains égards pour les assurances sociales. Qu'on emprunte pour investir, ça devrait être ça la loi. Que vous partagiez avec les générations qui viennent, les hôpitaux, les écoles, les universités et les réseaux dont ils auront besoin pendant 30 ans. Ça, c'est légitime, c'est juste, c'est de bon sens. Mais qu'on fasse payer les dépenses courantes de la vie de tous les jours en empruntant des dizaines de milliards par an, mais c'est de la non-assistance à enfance en danger, c'est de la non-assistance à système social en danger. Nous sommes irresponsables et tout le monde se cache comme ça très assidûment pour ne pas affronter cette responsabilité. Voilà les deux grands chapitres que je voulais aborder. Bon, alors là, on ne va pas se cacher pour essayer d'y répondre puisqu'on est sous la lumière. Vous avez soulevé beaucoup de questions sur la responsabilité politique, la responsabilité individuelle, la responsabilité des corps intermédiaires. Laurent Capelletti, vous avez ce même type d'interrogation, il me semble. Oui. Monsieur le haut-commissaire, cher François Bayrou, bonjour. Donc je vais rebondir sur, creuser ce que vous avez dit. Donc sur le. Est-ce qu'on peut s'accorder sur une chose? Oui. On dit Bayrou comme on dit Bayonne. Monsieur, on s'accorde. Alors je ne vais pas vous dire comme on dit Capelletti avec le bon accent, parce que ce serait trop compliqué. Ah, j'aime. Cher François Bayrou, donc vous avez soulevé le premier point qui est qu'un des enjeux de notre société, la singularité française, c'est notre système social, unique d'une certaine façon au monde, de par son poids, plus de 45% du PIB, et de par ses résultats aussi, qu'il faut rappeler, qui fait que nous sommes un des pays développés où les inégalités, contrairement à ce qu'on entend toujours, sont les plus faibles. Les écarts de revenus disponibles après redistribution sociale entre les plus pauvres et les plus riches, qu'on mesure par le coefficient de Gini. Ce coefficient est extrêmement stable depuis 40 ans et un des plus faibles des pays développés. Donc il est important que ce système ne déraille pas, se pérennise, parce que quand on voit le ressentiment français, la violence, les manifestations régulières avec un tel système, on se demande dans quel état on serait s'il n'existait pas. Donc ça pose la question de sa pérennité, donc de sa gestion. Donc effectivement, il y a des travaux à faire, vous avez fait des premières propositions sur l'amélioration de sa gestion. Et puis il y a effectivement des réflexions à avoir sur sa source de financement. Et vous l'avez très bien dit, ce qui finance, si on résume, ce qui finance notre système social, c'est la valeur ajoutée créée par le travail. Et quand cette valeur ajoutée n'est pas suffisante, on est obligé d'emprunter. Alors cette valeur ajoutée créée par le travail, puisque le travail c'est le seul facteur actif de création de valeur, vous avez montré qu'il y avait une problématique quantitative. Effectivement, il faut des bras pour travailler et on manque de bras. Donc je ne vais pas creuser ce point-là. Mais il y a aussi une problématique qualitative du travail en France, sur lequel vous avez travaillé, je le sais, sur un certain nombre de points au commissariat au plan. À l'Institut Sapiens, nous y avons travaillé également, ainsi qu'au CNAM. Et donc, il y a 5, si je résume, et je vous interroge là-dessus, il y en a sans doute d'autres, mais il y a 5 macro-dysfonctionnements, voire giga-dysfonctionnements, qui entraînent des giga-coûts cachés, c'est-à-dire des pertes de valeur ajoutée, cachées parce qu'on ne les mesure pas, et qui, en fin d'année, finalement, sont des pertes de PIB, qui manquent pour financer notre système. Et si on les résolvait, on trouverait là, en fait, des sources de financement pour le pérenniser. Alors le premier, vous le savez très bien, c'est la désindustrialisation que nous avons connue ces 40 dernières années,
qui nécessite en fait effectivement une réindustrialisation parce que la création de valeur ajoutée dans l'industrie est supérieure aux autres secteurs. Que nous avons voulu ces 40 dernières années. Exactement. Et d'ailleurs, on pourrait sans doute avoir le même raisonnement sur est-ce qu'il ne faudrait pas aussi un choc de réagriculturisation. Comme vous savez, nous avons sorti... Quand on voit les coûts cachés de perte de analyse souveraineté alimentaire, etc., que ça incombe. Ça, c'est le premier gros dysfonctionnement. Le deuxième, c'est, on parle beaucoup d'absentéisme au travail. On a fait une étude fameuse à l'Institut Sapiens qui montre que quand on agrège les coûts cachés, les pertes de valeur ajoutée en fin d'année de l'absentéisme au travail en France, on arrive à plus de 100 milliards d'euros par an, c'est-à-dire 3 à 4 points de PIB. Ça rejoint un troisième point sur lequel vous avez également travaillé, qui est le défaut d'attractivité du travail en France, lié, on va résumer en fait, à sans doute des modes de management assez anachroniques qui font que sur certains secteurs, des problèmes pour fidéliser les talents, pour les attirer, pour les motiver, pour les faire bien travailler. On a un taux d'engagement au travail qui est un des plus faibles au monde. Quatrième problème, ça ne vous surprendra pas, donc des défauts, j'allais dire, de robotisation, d'utilisation de l'IA. Là-dessus, on travaille beaucoup à l'Institut Sapiens, vous le savez. Je rajouterais apprivoiser. C'est-à-dire, il ne s'agit pas en fait de mettre de l'IA et de la robotisation pour remplacer des personnes qu'on va mettre au chômage ou en retraite. Hein. Il s'agit en fait d'utiliser l'IA et la robotisation pour gagner en productivité et libérer les humains pour qu'ils travaillent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc, les études montrent d'ailleurs que ce sont les pays les plus robotisés et IAisés où les taux de chômage sont les plus bas. Et enfin, dernier point, et non des moindres, de ce macro-dysfonctionnement, je parlerai les normes. Alors, je parlerai de gestion des normes. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe au niveau de l'agriculture. Le problème ne serait pas tant de les simplifier, mais en fait de les mieux équilibrer entre les normes environnementales, économiques, sociales, tant et si bien que quand on fait les calculs, les coûts cachés engendrés par les conflits normatifs en fin d'année sont aussi, en termes de temps perdu, de bureaucratie, très conséquents. Dernier point pour conclure, les défauts plutôt les inadéquations de formation professionnelle. On consacre 30 milliards à peu près d'euros par an à la formation professionnelle, mais les inadéquations entre la formation professionnelle et les emplois d'aujourd'hui et d'avenir engendrent des coûts cachés. Une étude Sapiens, on les a évalués à au moins 90 milliards d'euros par an. Voilà, donc il y a sans doute d'autres dysfonctionnements. Voilà les principaux qui ressortent de nos travaux. Ma question, en fait, c'est justement, puisque tout ça contribuerait, l'amélioration de tout ça contribuerait à, par ricochet, pérenniser notre système social, par une amélioration de la qualité, finalement, du travail. Quelles sont les zones sur lesquelles, quelles seraient vos propositions, vos solutions, les zones sur lesquelles vous pensez que, puisqu'un certain nombre de solutions dépendent des dirigeants d'entreprise, des managers, là il s'agit de les accompagner, mais il y a quand même des choses, notamment sur les aspects normatifs ou formation professionnelle, où les politiques publiques ont un rôle à jouer. Voilà, j'aurais souhaité vous entendre sur ce sujet. C'est très simple. Bon, évidemment, vous avez abordé l'essentiel des très grands sujets de mal-être et de dysfonctionnement de la société française et de l'économie française, par voie de conséquence. Et évidemment, le claquement de doigts qui réglerait tout ça n'existe pas. Donc, mais on peut essayer de réfléchir une seconde. C'est d'ailleurs très étroitement lié à ce que M. Bueno a annoncé qu'il traiterait, parce que c'est la même question que celle de la démocratie française. Alors au fond, il y a deux sortes de réponses possibles sur ce sujet. Il y a des gens qui croient que la démocratie ne correspond plus aux exigences de l'heure. Et c'est une conviction qui a gagné beaucoup sur la planète,
si vous regardez quels sont en géopolitique les très très grands acteurs du monde, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui ont choisi un modèle. Je parle de la Chine, je parle de la Russie, et qui ont choisi un modèle dans lequel on considère que c'est désormais plus efficient de choisir, j'emploie des mots peut-être trop brutaux, de choisir une dictature éclairée que de la démocratie. Le problème, c'est que les dictatures ne sont jamais éclairées. Il arrive que la démocratie non plus ne le soit pas. Mais en tout cas, ma conviction profonde, c'est que dans les pays comme les nôtres, dans l'Occident développé, si vous n'arrivez pas à convaincre l'opinion publique, la réforme est impossible. Et voilà pourquoi j'ai tellement bataillé autour de cette histoire de retraite sans y arriver vraiment, pour qu'on ait un temps, je n'aime pas le mot pédagogique, mais un temps civique, dans lequel on partage avec les citoyens les raisons inéluctables de la réforme. On ne l'a pas fait. Au sortir de la réforme des retraites, il y avait à peu près 60% des Français qui pensaient que la réforme n'était pas utile. Parce que quand vous avez des institutions qui n'émettent que des messages rassurants et que les décideurs politiques sont obligés de prendre des décisions un peu abruptes, vous créez des vagues d'incompréhension et de mécontentement. Et donc, le travail très profond qui consiste à convaincre, c'est un travail qui doit être assis sur des politiques publiques pensées. Et pensées, pardon de caractère un peu abstrait du mot, pensées systémiquement. Et c'est pourquoi, pour moi, la question de l'éducation est la première question. Et chronologiquement, et du point de vue de l'urgence, la première question. Parce que tout ce que vous avez traité, tout ce que vous allez traiter, touche à l'aptitude à l'adaptabilité. Est-ce qu'une personne, un groupe social, peut s'adapter aux exigences des temps qui viennent? Et je suis désolé de dire que la première réponse est la culture générale et les fondamentaux. Et la capacité à savoir vaguement où vous en êtes dans le temps, c'est l'histoire, dans l'espace, c'est la géographie, et à maîtriser votre langue. Tout ce que nous avons, tout ce que vous venez de faire comme exercice, ça n'est pas autre chose que la capacité à traduire en mots compréhensibles par vos concitoyens les exigences que vous analysez. Donc, civiquement, autant qu'économiquement, l'urgence est à l'éducation et à l'éducation générale. L'idée d'une spécialisation précoce qui a triomphé ces dernières années, cette idée n'est pas la mienne. Je pense que plus on garde un éventail large ouvert de connaissances élémentaires, je vais prendre un exemple choquant. On est devenu un peuple frappé de dyscalculie. Le calcul mental, essentiel au civisme, a complètement disparu. J'ai une histoire qui m'a fait rire. J'étais dans une émission importante de télévision et au moment des retraites, et j'ai dit, voilà, 30 ou 40 milliards par an qu'on donne au système de retraite à partir de l'argent public, donc on emprunte. Et je dis 30 ou 40 milliards, vous savez que 1 milliard, c'est 1000 millions. Et donc c'est 40 000 millions d'euros. Alors on sort de l'émission, puis le journaliste vient me voir dans la cabine de maquillage
ou de démaquillage en l'occurrence. Il me dit, vous êtes sûr qu'un milliard, c'est 1000 millions? Ah, c'est pas gentil. Et j'ai dit oui, enfin, de mon temps, c'était ça. Et on est donc devant une question civique. Parce que si vous n'avez pas la capacité à vous mettre en présence des ordres de grandeur, je ne dis pas la virtuosité qui vous fait calculer pi jusqu'à la millième décimale, mais les ordres de grandeur, à savoir que je suis, depuis très longtemps, il y a un sondage que j'ai envie de faire, c'est entre 2 milliards et 834 millions, quel est le plus grand ? Eh bien, si vous regardez les calculs aujourd'hui de l'école française, vous allez avoir des surprises de ce point de vue-là. Les règles de 3, je ne dis pas ça parce que j'aurais la moindre, à l'esprit, la moindre nuance de retour en arrière. Il ne faut pas qu'on aille en arrière, il faut que désormais, on reprenne cette question. Et la place de PISA, la place de la France dans les études de PISA, c'est un drame national. J'ai été enfant dans un petit village, très petit village, 300 habitants à l'époque. Tout le monde, il n'y avait pas de livres dans toutes les maisons, hein. Tout le monde passait le certificat d'études. Et le certificat d'études, du point de vue du calcul, du point de vue de la grammaire, du point de vue de l'orthographe, je vous jure que ce n'était pas rien. Alors nous l'avons fait, et pas avec des populations qui étaient culturellement homogènes. Il y avait beaucoup de familles où n'entrait jamais un livre, et il y avait des immigrés venus de loin, de moins loin que maintenant, mais il y en avait beaucoup. Et des Polonais, et des Italiens, et des gens à qui il a fallu donner ce patrimoine culturel. Donc, y compris pour la formation professionnelle, l'éducation de base, la culture générale, pour l'adaptabilité, c'est une chose très importante. Deuxièmement, vous avez évoqué les normes. Bon, un de ces jours, heureusement, on va avoir une secousse de ce point de vue-là. Je la sens venir dans le monde agricole. Je veux dire, en réponse au monde agricole, on va bien être obligé de regarder les choses. Peut-être certains se souviendront d'une émission qui avait fait un peu de bruit à l'époque. J'avais apporté le code du travail français et le code du travail suisse. Le code du travail suisse, c'était... je ne sais pas, 80 pages ou 50 pages. Et le Code du travail français, c'était le pavé que vous savez. Moi, je ne me résous pas du tout à ce que... Alors, à ce que quoi ? Je vais essayer de le dire en termes généraux. Je ne me résous pas à ce que le monde soit illisible pour les citoyens de base. C'est impossible. Un jour, je ne vous assomme pas des anecdotes, un jour, après la dissolution antique de 97, j'étais sortant et je me représentais aux élections dans la circonscription des Pyrénées que j'ai représentée pendant toute cette époque, chez moi donc, et je me souviendrai toute ma vie. C'était incroyable. On avait commencé la discussion politique et puis il y a une jeune femme qui lève le doigt et qui dit « S'il vous plaît, soyez indulgents, ne vous moquez pas de moi, j'ai jamais pris la parole en public, j'ai jamais participé à aucune manifestation. » Mais il faut que je vous dise quelque chose. Le mercredi après-midi, comme les enfants ne sont pas à l'école, je repasse. Et je regarde les questions d'actualité à la télévision, tous les mercredis.
Et j'ai deux choses à vous dire. La première, vous vous tenez mal. Et si mes enfants à l'école se tenaient comme ça, j'accepterais pas. Et encore, elle ne savait pas ce qui est un scandale pour moi insupportable, qu'on coupe les micros de l'hémicycle pour qu'on entende quelque chose de celui qui parle à la tribune. On ne laisse ouvert que les micros de la tribune et les micros de l'orateur. Tout le reste, on coupe les micros. Autrement, on n'entendrait rien. Et alors, depuis presque 2 ans, alors ça atteint le comble du comble. Et deuxièmement, dit-elle, je ne comprends rien à ce que vous dites. Et c'était une jeune femme tout à fait, je veux dire, pas du tout culturellement décalée. Et personne ne comprend rien à ce qu'on dit. Les normes, les injonctions, le ZAN, les sigles. Moi, j'ai une inaptitude aux acronymes. Mais tous les élus savent ça. On vit dans un univers de concepts incompréhensibles. Et moi, je crois que ça participe profondément à la rupture entre la base de la société française et le sommet soi-disant décideur. Parce que moi, je crois qu'il décide pas grand-chose, en tout cas moins qu'on ne le dit. Et ne plus avoir de langue commune pour appréhender les problèmes, les défis, les enjeux qui viennent et y apporter des réponses civiques, c'est-à-dire simples, compréhensibles. Et si elles ne le sont pas, si c'est compliqué, il faut expliquer, il faut prendre le temps d'expliquer. François Bayrou, en méthode, on fait comment ? En méthode, ça se joue beaucoup, on le disait, à l'éducation nationale, et ça se joue beaucoup dans les choix, les manières d'être des décideurs majeurs. Quand on se retrouve avec la situation actuelle, notamment dans l'agriculture, avec des surtranspositions de normes, des conflits de normes que vous évoquez, qui ne concernent pas que l'agriculture évidemment, il faut mettre tout le monde autour de la table, il faut qu'il y ait une autorité qui le fasse, qui prenne cette décision de rassembler les acteurs et de faire le nettoyage, le toilettage qui permet d'éviter les incohérences. Mais c'est ce qui va se produire dans les heures qui viennent. Il n'y a qu'une issue possible à la crise qu'on est en train de vivre. Et pourquoi n'y a-t-il qu'une issue possible ? Parce que c'est une crise européenne. Ce n'est pas venu de France, le mouvement, venu d'Allemagne. Et ça touche tous les pays européens fondateurs, la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne. C'est fascinant. Voilà que c'est au cœur de ceux qui ont voulu l'Union européenne que se développe un mouvement auquel il n'y a qu'une réponse possible, c'est oui, on va se mettre autour de la table pour qu'on n'ait plus l'absurdité d'avoir des normes insupportables pour les uns dont les autres s'abstraient. Et c'est évident que ça va se produire comme ça. Et c'est une bonne nouvelle, au fond. On verra tout à l'heure. Alors, on attendra de voir l'issue. Antoine Bueno, vous avez notamment travaillé sur la transition et sur ces enjeux. Quelle est votre interpellation à François Bayrou ? Alors, je veux commencer par quelque chose d'essentiel. Mon nom, ça se dit Bueno ou Bueno. En fait, c'est vraiment comme vous voulez. Je ne sais même pas moi-même comment il faut le prononcer. Bon, ça, c'est une première chose. Ensuite, cette rencontre, c'est François Bayrou face au think tank. Mais moi, je ne représente pas un think tank. Je suis une sorte d'anomalie. Le seul think tank que je représente, c'est celui que j'ai entre les deux oreilles. Donc, c'est pas grand-chose. Alors, du coup, il faut que je vous raconte comment j'ai atterri ici. C'est une histoire qui remonte à il n'y a pas très longtemps. C'était hier, à 21h30, quand je reçois un message d'Olivier Babot qui me dit, en substance, on
est dans le caca, puisque on a une intervenante qui nous claque entre les doigts, elle peut pas venir, est-ce que tu peux la remplacer ? On l'excuse au passage. Voilà, on l'excuse et je crois qu'elle est souffrante, donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Donc évidemment, je lui dis oui, hein, parce que je vous laisserai ma carte, mais je fais toutes sortes d'animations, donc vous me direz. Voilà. Et donc, techniquement, je suis ce qu'on appelle un bouche-trou, mais c'est un bouche-trou consentant. Et on sait qu'aujourd'hui, le consentement, c'est quelque chose de très important. Et aussi un bouche-trou honoré, parce qu'il se trouve que François Bayrou est l'un des hommes les plus importants de ma vie. Alors comme je ne suis pas là pour vous la raconter, ma vie, si vous voulez en savoir plus, on se voit après, vous me posez la question, et je vous explique pourquoi. Alors une fois que j'avais accepté, il fallait trouver un thème de mon intervention. Donc Chloé Morin, qui devait intervenir, elle devait vous cuisiner sur le RN. Mais moi, le RN, ça ne m'intéresse pas du tout. Et alors en plus, j'y connais rien au RN. Donc il fallait bien trouver autre chose. C'était pas exactement ça. Ah bon, j'ai cru, pardon. Alors j'ai cru. Alors mon premier mouvement, c'était d'interroger François Bayrou sur la future extinction de l'humanité, parce que moi je fais de la prospective, et quand on fait de la prospective, on se rend compte que notre futur se situe quelque part entre une extinction écologique, hein, c'est le thème du collapse, de l'effondrement, et pardon, j'ai dit une extinction technologique, je voulais dire une extinction écologique. Et une extinction technologique avec la prise de pouvoir de l'IA, des robots, etc. Mais Olivier n'était pas convaincu par ce thème. Alors on s'est... Non, bon, on en reparlera. Bon, bref, donc on a voulu se rabattre, vous allez voir un peu le périple jusqu'où on arrive. Voilà. On a voulu se rabattre sur l'Europe, qui est quand même au cœur de l'engagement de François Bayrou. Et là, nouveau message, j'avais fait un bel entretien, voilà, de belles questions, etc. Nouveau message ce matin à 9h10 d'Olivier qui me dit « c'est pas possible, on fait machine arrière, on arrête tout parce qu'on est en période préélectorale ». Vous voyez, c'est le moment où on commence à s'éponger un petit peu le front. Et en fait... mon thème d'intervention, il était tout à fait naturel. Je l'avais sous les yeux depuis le début. C'est celui de mon dernier livre. Mais je voudrais que vous compreniez, vous comprenez le cheminement. Je voulais pas ça. Je voulais pas faire de l'autopromo. C'est nécessité fait loi. Bon, alors, puis je vous rassure, vous le trouverez même pas à vendre là-haut. Vous voyez ? L'innocence est totale. Donc, alors, dans ce livre qui s'appelle « Faut-il une dictature verte ? La démocratie au secours de la planète ?» j'interroge un sujet qui me semble absolument majeur, qui est l'enjeu politique de la transition environnementale. Ça me semble majeur et ça me semble assez peu exploré. Je vois relativement peu de débats sur ce thème-là. Et pourtant, il y a au moins 3 enjeux majeurs. Un premier enjeu qui est immédiat, qui est de constater que l'anti-écologisme et le climato-scepticisme alimentent aujourd'hui les populismes. Donc c'est un enjeu, je dirais presque électoral, presque un enjeu de civilisation immédiat. Ensuite, il y a un enjeu qui porte sur nos institutions. Cette crise environnementale et la transition qu'il faut mener remet d'une certaine manière en cause nos institutions. Quand je parle de nos institutions, c'est nos institutions démocratiques, représentatives, parce que pour mener cette transition, elles ont un certain nombre de handicaps. J'en cite quelques-uns. Nos institutions, ce sont des machines à faire du consensus, ce qui est juste génial pour maintenir la cohésion sociale, c'est hyper pratique, mais comme le dit François Gémen, l'écologie n'est pas un consensus. L'idée, elle est assez simple à comprendre. Si on doit arriver à la neutralité carbone, ça veut dire qu'il faut baisser drastiquement ses émissions, et on ne peut pas faire un consensus entre la gauche et la droite pour dire, bah allez, on va couper la poire en deux, et on baisse nos émissions que de 50%. Ça ne fonctionne pas. Autre handicap, le système électoral, par définition, il défend les intérêts de ceux qui votent. Il défend les intérêts du corps électoral. Or, les premières victimes de la crise environnementale ne sont pas dans le corps électoral. Les générations futures, elles ne sont pas dans le corps électoral. Les Africains, ils ne sont pas dans le corps électoral français, qui est encore un gros émetteur de gaz à effet de serre, les pays développés de manière générale. Les forêts, les océans, ils ne votent pas non plus, etc. Donc, ça pose un problème, je dirais, structurel. Notre système institutionnel, il est lié aussi au cycle électoral.
général, il est court-termiste, alors que l'environnement, évidemment, c'est une transition de long terme et puis des enjeux de très long terme. C'est un système qui est aussi déresponsabilisant pour nous autres, les électeurs, les citoyens. C'est facile. On met son bulletin dans l'urne et puis après, on a accompli son devoir citoyen et puis on attend que ce soit les autres qui fassent. Et en plus, c'est très pratique parce qu'on n'est jamais content, on peut se plaindre, on peut leur cracher dessus. Ce qui est intellectuellement, moralement, c'est vraiment très très confortable, mais ça pose quand même un véritable problème pour l'action. Et puis, dernier problème que je vous liste, qui sont liés à nos institutions, c'est que je sache, pour gagner les élections, il faut quand même faire un minimum rêver. Hein. Quand on promet du sang et des larmes, le dernier qui a fait ça, il a gagné la guerre, hein, il s'appelle Churchill, mais il a quand même perdu les élections. Eh bien, la transition environnementale, c'est pas un chemin de rose, c'est des contraintes, c'est difficile, et ça fait pas rêver. Donc ça, c'est le deuxième grand enjeu, me semble-t-il, politique, qui est posé par la transition environnementale. Et puis, il y a un troisième immense enjeu, c'est que, d'une manière ou d'une autre, cette transition, elle remet en cause la croissance économique et le capitalisme. Parce que... Ah, merci. Parce que, alors justement, non. Alors je vais vous dire ce que je prône moi, mais on pourra en discuter et je soumets ça à François Bayrou. Parce que le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, et surtout le libéralisme non contrôlé, est à l'évidence destructeur sur le plan écologique, voire donc suicidaire de ce point de vue-là. Et qu'en plus, on ne peut pas imaginer une transition environnementale sans redistribution. Là, je suis en train de retomber avec mes petites pattes de chat agile sur votre thème qui est celui du modèle social. Le modèle social, il est forcément profondément interrogé par la crise écologique. Alors, la thèse, moi, ce que je prône dans mon livre, je vous donne quand même la solution, je ne veux pas faire mariner tout le monde, c'est qu'il faut passer pour l'écologie à la démocratie directe. Et à mon sens, c'est l'immense leçon que nous a donnée le président de la République en mettant en place la Convention citoyenne. Et donc, les conventionnels, les membres de la Convention citoyenne, qui nous ont montré qu'en n'étant pas des écolos acharnés au départ, eh ben, on peut courageusement, en responsabilité, en démocratie directe, prendre des mesures extrêmement ambitieuses. Et surtout pas l'autre volet versé dans la décroissance, mais faire, mais à tout craint, de la redistribution keynésienne et jouer sur les mécanismes de prix pour taxer ceux qui polluent et au contraire détaxer ou subventionner ce qui verdit. Donc en un mot, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, François Bayrou, la question que je vous pose, c'est comment le modèle social est à l'épreuve aujourd'hui de l'environnement ? Oui, je ne vais pas répondre directement à cette question, je vais répondre à votre approche. Vous dites obtenir une neutralité carbone. C'est un sujet très important, majeur, et je me permets d'ajouter une question. Une neutralité carbone où ? Parce que tous les raisonnements, tout le débat politique que vous avez brillamment explicité, c'était dans le cadre hexagonal. Si. Non. Laissez-moi essayer de dire ce que... Tous les débats, c'est la neutralité carbone en France. Or, la France, c'est, en surface, 1/1000 de la planète et en émissions de gaz à effet de serre, moins de 1%. Et donc, tous les débats que nous avons, ce sont des débats de... On peut le dire de plusieurs manières, d'exemplarité et parfois de faux semblants. Parce que la question, comme vous l'avez à juste titre dit, c'est l'Afrique, c'est la Chine, c'est l'Inde. L'Inde, le Premier ministre indien, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, a dit... lors du grand rendez-vous annuel, a dit, excusez-nous, mais non, nous n'allons pas arrêter nos centrales à charbon. Pas d'ambiguïté, on pourrait faire semblant
Mais on vous dit qu'on n'arrêtera pas de centrales à charbon. Et la transition africaine sont des pays dans un degré de développement que nous connaissons, qui aspirent à... Et donc la question pour l'Afrique, c'est comment on fait pour que ce qui est bois soit les calories, l'énergie qu'on tire du bois qui est très émetteur de gaz à effet de serre, on le fasse descendre, si on peut en sautant le charbon, et puis après avec des énergies qui sont beaucoup moins... Et la question c'est, tous les efforts que nous demandons, que nous consentons, je suis dans une ville qui a dit on sera, je suis maire d'une ville, on sera à la neutralité carbone en 2040. Et on fait, j'ai créé des transports en commun, les premiers du monde à hydrogène, qui marchent très bien. On a mis en place des réseaux de chaleur qui sont alimentés à plus de 80% en énergie renouvelable. Je comprends très bien qu'on soit exemplaire, mais je ne comprends pas que le débat ne porte pas sur l'évolution planétaire. Il ne porte pas du tout. C'est l'enjeu des COP. Oui, mais on vient de voir que l'Inde a dit « excusez-nous, non ». Et l'Allemagne, les choix de l'Allemagne impactent directement l'atmosphère européenne. Et ils ont décidé, et ils ne sont pas les seuls, que bon, ils s'éloigneraient du nucléaire, mais que donc pour eux, il y aurait des centrales à charbon. Si on ne fait pas de ce débat un débat qui dépasse l'Hexagone et les affrontements de dire le capitalisme va être mis en cause, oui, quand et où? Parce que le monde tel que je le vois, il n'est pas en train de s'éloigner du capitalisme. On peut dire en France, on peut faire croire qu'on pourrait, c'est pas vrai. Donc toute la question, c'est que, et c'est pourquoi je suis européen, en dépit de toutes les insuffisances, lourdeurs, enlisement de l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme réponse? Qui peut dire on va faire la France tout seul? Si tu me prends pour un imbécile, oui, mais non, on ne peut pas faire la France tout seul. Et donc, oui, je suis pour qu'on pose la question géopolitique. La France est le pays qui a fait le plus d'efforts dans le monde. Et on ne peut pas résumer la question écologique à une simple question hexagonale. Ça n'a aucun sens. Et cependant, si vous me permettez d'ajouter un élément de plus, je crois que les solutions existent. Nous venons de sortir, il y a quelques mois, une analyse sur la géologie qui a changé, sur la géothermie, qui a changé complètement l'inscription de cette technologie élémentaire dans le paysage. La géothermie, nous sommes assis, en l'occurrence, debout, quelquefois, sur la plus grande source d'énergie gratuite et éternelle, qu'il suffit d'aller recueillir pour que on puisse se chauffer et se rafraîchir presque gratuitement. Gratuitement. Le gain en géothermie, en utilisation d'énergie pour se chauffer, c'est de 80%. Si vous dépensez 1 kW pour les pompes à chaleur, c'est l'équivalent de 5 à 6 kW en chauffage éternel. Et en rafraîchissement, c'est quasiment gratuit, 98% de gain. Bon, pourquoi on ne le fait pas? Pardon, mais François Bayrou, dans votre étude, vous soulignez aussi,
qu'on manquait de main-d'œuvre et de main-d'œuvre qualifiée pour mettre en œuvre cette. J'allais y venir, c'est pas cette seulement de ressource. main-d'œuvre. Il faut qu'on forme 7000 foreurs. Pau, c'est la capitale nationale du forage. Depuis le gaz de lac, hein, on a une école de forage. Il faut former 7000 foreurs. Et c'est pas cher. En 7 mois, un foreur sans formation initiale et sans diplôme est formé. Et les foreuses, c'est tout à fait accessible. Ça dure 20 ans, ça coûte 900 000 €. C'est-à-dire qu'il suffit de trouver le financement. Et c'est un financement garanti. Cette énergie est gratuite et éternelle. Et on peut ainsi... nous avons montré, encore une fois dans ma ville, que l'hydrogène, ça marche très bien. Venez voir les transports en commun à hydrogène que nous avons. Ça marche très bien. Et alors ça, c'est 0 émission de gaz à effet de serre. Et la méthanation et la méthanisation, tout ça, ça marche très bien. Donc nous sommes, je ne suis pas du tout, pour ma part, en situation désespérée. Nous avons les instruments pour passer ce cap de la transition. Mais ça veut dire de la conscience et de la responsabilité. C'est toujours la même idée. Est-ce que je peux juste Une répondre minute et Jean-Thomas Le Sueur aura le micro. Alors d'abord, je suis totalement d'accord avec vous. Je précise que les effets politiques, je les voyais pas que pour la France, hein. Les populismes alimentés par le climato-scepticisme, c'est vrai en Hollande, c'est vrai au Brésil, c'est vrai en Argentine, c'est vrai partout dans le monde. Aux États-Unis. C'est vrai aux États-Unis, exactement. Trump, c'est ça. C'est ça. Donc c'est pas que la France. La question de nos institutions représentatives, c'est tous les pays démocratiques représentatifs qui sont mis en cause, dont les institutions pourraient être remises en cause par cette question fondamentale. Et la remise en cause du capitalisme, là aussi, c'est planétaire. Je suis complètement d'accord avec vous. Il faut quand même, et je pense ne pas trahir votre pensée en disant que il faut faire sa part. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on représente peu que ça nous exonère de ne pas faire, parce que à ce compte-là, plus personne ne fera rien. Mais vous avez raison sur l'échelle globale. Disons que nous avons fait et faisons Ça, c'est vrai. plus que notre part. Et il est juste de le dire aussi. Notre part. Quand on a l'électricité la plus décarbonée Oui, bien sûr, oui. Au monde, on fait sa part. On fait plus que les autres, mais malheureusement, c'est pas encore assez. Voilà. Allez, leur tourner, on enchaîne Jean-Thomas Le Sueur. Merci Nicolas Prissette. Je vais vous emmener, François Bayrou, sur des sujets plus politiques. Vous êtes haut commissaire au plan, mais vous êtes aussi un responsable politique depuis longtemps et un responsable important de l'actuelle majorité. Je souhaiterais donc vous interroger sur ce que j'appellerais le prérequis politique à l'existence même du modèle social dont vous avez parlé tout à l'heure. Je veux dire qu'un modèle aussi ambitieux, aussi étendu dans ses champs d'intervention, aussi total en quelque sorte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aussi coûteux aussi, on peut le rappeler, eh bien un tel modèle social réclame, pour être accepté et soutenable, une société unie, prête aux efforts que demande cette solidarité, une société qui croit au bien fondé de cette solidarité et qui constate factuellement que l'exercice de cette solidarité est juste et équitablement distribué. En somme, une société qui a confiance. Or, et c'est là que ce que j'appelle le prérequis politique à l'existence du modèle social intervient, nous ne sommes plus dans la société de confiance dont parlait Alain Peyrefitte dans son beau livre de 1995 et qui en faisait, je le rappelle, la condition sine qua non. La confiance a été la condition sine qua non au développement harmonieux des sociétés. Nous avons basculé dans une société qu'on peut appeler de défiance, pour faire cette fois référence aux travaux de Yann Algan, des économistes Algan et Cahuc, dont le petit livre paru en 2017 était sous-titré, je le rappelle aussi, « Comment le modèle social français s'autodétruit ». Cela veut dire que la crise du modèle social français est une crise en fait politique parce que c'est une crise de la société et de la confiance. C'est peu dire aussi, je vais vite, que le pays va mal, c'est pas nouveau sans doute, mais le malaise semble grandir à vue d'œil. Je vous abreuve pas de chiffres, mais j'en cite 4, tirés de l'enquête Fracture française d'Ipsos, parue en octobre dernier. 45% des Français se sentent appartenir à une France en colère et contestataire, plus 9% en un an. 82% des Français ont le sentiment d'une France en déclin, plus 7% en un an.
Et 91% des Français ont le sentiment de vivre dans une société violente, plus 2 points cette fois, mais 88% des Français pensent que la société est de plus en plus violente. Je ne m'attarderai évidemment pas sur la description de ce malaise français, on pourra en parler tout à l'heure, et c'est quelque chose d'assez documenté. Mais face à lui, on voit un modèle politique, et j'entends par modèle institutions, hommes et pratiques, vous avez évoqué certains aspects tout à l'heure, on voit un modèle politique qui semble incapable de répondre depuis plusieurs décennies, frappé de ce qui me semble pouvoir être appelé une magistrale impuissance. Convenez qu'entre la comédie amère de la loi immigration et de la censure du Conseil constitutionnel aussi opportune pour le gouvernement et la crise agricole dont on sait, vous l'avez dit, que l'essentiel du problème se joue à Bruxelles, convenez que les Français sont fondés à se demander ce que peut réellement faire le gouvernement et l'exécutif français, celui-ci ou un autre. Je vais vous interroger, François Bayrou, dans 2 minutes sur les causes de cette impuissance. En admettez-vous le constat d'abord et le cas échéant, comment l'expliquez-vous et comment y remédier? Mais je voudrais faire 3 remarques, 2 minutes vraiment, qui m'amèneront à 3 questions subsidiaires, ce qui permettra de nourrir un peu notre échange. Je crois d'abord, donc je suis vraiment sur cette idée du modèle politique. Je crois d'abord que, pour ma part, et je pense que c'est quelque chose que vous partagerez, que la logique de la Ve République, l'hyperconcentration du pouvoir, qui a peut-être rendu des services par le passé à notre pays, est aujourd'hui devenue un poison. C'est l'absolutisme inefficace dont parlait le grand Jean-François Revel jadis, qui ne critiquait pas d'ailleurs avec cette formule, pas seulement l'hyperbureaucratisation de notre pays, la dépense publique, etc. Il critiquait aussi une certaine conception du pouvoir ultra centralisé et d'une logique institutionnelle pyramidale extrêmement forte. Êtes-vous d'accord avec ce premier point ? Deuxième point qui le suit naturellement, il me semble qu'un grand mouvement non seulement de décentralisation, mais en fait de dévolution de liberté et de compétences aux acteurs de terrain, vous en avez dit un mot tout à l'heure, communes, associations, entreprises, familles, syndicats, etc., serait indispensable pour concentrer et renforcer l'État sur ses compétences indiscutables, parce que évidemment l'État doit demeurer, mais devrait, à mon avis, concentrer son action sur ses compétences propres, et également faire vivre et renforcer ce mouvement de dévolution. L'espace local qui est, je le rappelle aussi, dans le cas de la crise démocratique dont on parle, le dernier espace de confiance politique dans notre pays. Pourquoi ne regarde-t-on pas du côté du Royaume-Uni et du programme dit Levelling Up, qui est actuellement conduit par le gouvernement Tory, mais dont le Labour a déjà dit qu'il le maintiendrait s'il remportait les prochaines élections. Et enfin, il ne fait pas de doute que la question de la souveraineté sera au cœur des élections européennes de juin prochain. Elle est en effet centrale dans notre pays. L'article 3, je le rappelle, de la Constitution proclame que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Les 2 exemples dont j'ai parlé à l'instant y ont directement trait. Le rôle que vient de jouer le Conseil constitutionnel dans le destin de la loi immigration pose la question du rôle des cours souveraines, nationales mais aussi européennes, dans le processus de décision publique. Et la crise agricole pose celle de l'Union européenne et des moyens d'action réels dont dispose un État membre. Si vous voulez un 3e exemple très différent mais convergent en quelque sorte, je vous dis... Comment ? Et très court. Oui, et très court. Je vous dirais que pas plus tard qu'hier, la CNIL a autorisé l'hébergement des données de l'assurance maladie, c'est-à-dire des données de santé de tous les Français, par Microsoft, en l'absence de prestataires français ou européens capables de le faire, ce qui interroge quand même sur notre formidable dénuement en l'espèce numérique et sur notre capacité à agir souverainement. Bref, la question de la souveraineté pose celle du pouvoir et de son exercice. Où est le pouvoir, selon vous, François Bayrou, aujourd'hui? En répondant à ces 3 petites questions et à celle de l'impuissance publique, nous ferons, je crois, œuvre utile pour réformer le modèle politique français et ramener un peu de confiance des citoyens vers lui. Bon, j'avais plaidé avant pour sortir du mouvement de concentration des pouvoirs entre les mêmes mains. Comme vous savez, c'est pour moi position cardinale de toute ma vie politique. Alors, où est la souveraineté? La souveraineté est dans le peuple citoyen. Elle n'est pas là ou entre leurs mains parce que la Constitution le dit. Elle est entre leurs mains parce que sans adhésion populaire, il n'y a aucune politique possible. On croit qu'il y a, il n'y a pas.
J'ai souvent expliqué ça. Clémenceau pouvait envoyer la troupe. Elle tirait. Alors il y avait un article dans le journal pour ceux qui lisaient le journal. Mais tout ça est complètement fini. Si vous avez une manifestation avec une jeune fille de 15 ans qui a l'arcade sourcilière ouverte et le visage plein de sang devant les caméras, le gouvernement ne peut pas continuer. Et on n'a pas trouvé la clé à tout ça. Je l'ai plaidé tout à l'heure en parlant de la réforme des retraites. Je suis persuadé qu'on aurait pu avoir un vrai débat civique informé. Si j'avais été le gouvernement, comme on dit au Café du Commerce, j'aurais envoyé à tous les Français, chez eux, les chiffres de ce que leurs enfants et ceux qui ne sont pas encore nés allaient devoir payer tout au long de leur vie. Et je suis persuadé qu'au moins, on aurait traité vraiment du sujet. Et que c'était un sujet, là précisément, qui s'y prêtait admirablement, parce que ça heurte tellement le sens inné de la responsabilité des parents sur les enfants, que je suis persuadé qu'on aurait pu, en tout cas, nourrir le débat. L'idée qu'on décide en haut, qu'il y a quelqu'un qui décide. Antoine Bueno, tout à l'heure, reprenait une formule que j'ai entendue dans la bouche d'élus aujourd'hui disparus. Il disait, je vais vous dire la différence, disait-il, ceux à qui je pense, entre la démocratie et la République. La démocratie, et il se trompe sur la République, mais enfin, la démocratie conçue comme elle est chez nous, là, le fonctionnement des institutions, c'est je vote pour toi, je te hisse sur le pavois, j'applaudis et je te fête, et puis je te regarde et je dis maintenant occupe-toi de tout. Et ceci est un mal français, spécifiquement, plus français que d'autres. C'est parce que nous nous sommes habitués à une, je ne sais pas comment on peut dire, rétention du pouvoir. Et ça arrange tout le monde, comme vous l'avez dit. Qui est nous dans votre phrase? Nous sommes habitués. Qui est nous? Les Français. L'ensemble des Français. La population. Ben, c'est comme ça que ça marche. Vous êtes convaincu que les Français ne sont pas prêts à prendre un certain nombre de choses en main. Quand un tiers des Français adultes sont actifs dans une association, par exemple, ça veut bien dire qu'il y a du don, il y a de l'attention. J'espère, mais excusez-moi, parce que je vais mettre en cause votre présentation dans une minute. Vous dites qu'il faut un grand mouvement de décentralisation. Mais la décentralisation, c'est un bazar, pour ne pas employer un autre mot. Vous avez, si vous n'êtes pas capable de simplifier la vie politique locale, ben, la décentralisation est un leurre. Vous avez des régions, par exemple, dont personne ne connaît les élus. Un peu quand même. Pas du tout. Il y a les présidentes et des présidents de région qui oui, sont vous avez connus, un président. Au-delà de leur propre région. Un président. Vous ne connaissez absolument pas un conseiller régional. Vous n'êtes pas capable de m'en citer 5. Vous, qui êtes un observateur. Avec un petit effort, je pense. Non, vous n'y arriveriez pas. Et on ferait dans la salle, en dehors du nom du président, on ferait un sondage. Personne n'en connaît un seul. Même moi, dans mon département, il y en a 17. Si j'en connais 4 ou 5, c'est déjà pas si mal, et parce qu'ils ont été mis sur les listes. Des modems. Pas seulement, je connais un ou deux autres, mais parce que j'ai une opposition dans ma ville aussi, de moins en moins opposante, de plus en plus coopérative. Mais et les régions, elles disent, on finance. Tu parles, on finance. C'est l'argent de l'Union européenne qui est redistribué par les régions, et les présidents de région mettent ici la région finance. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de discussion sur la fiscalité régionale et l'utilisation de...
Bon, alors il y en a de sympathiques, sans doute, je ne généralise pas, mais c'est une institution qui n'existe pas. Pardon de faire référence à un temps précédent. Les conseils généraux, ça existait. Parce qu'il y avait des conseillers généraux par canton. Alors c'est un temps un peu archaïque. Et on connaissait le président du conseil général. Aujourd'hui, on connaît le maire, grâce à Dieu, et on connaît le président de l'intercommunalité quand il y a des intercommunalités, et c'est quelquefois le même. En tout cas, C'est votre cas. dans les communautés bien inspirées, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, bon, et on ne connaît rien au-delà de tout ça. Donc, votre vaste mouvement de décentralisation, encore faut-il dire vers qui? Je l'ai dit, pas seulement les institutions. C'est la dévolution de liberté. C'est le modèle anglais. Oui, la société anglaise, permettez-moi de ne pas adhérer complètement. C'est une société de caste, la société britannique. C'est une société dans laquelle l'origine sociale joue tout au long de la vie un rôle absolument considérable. Et le modèle français a au moins cet avantage-là, qu'on peut rêver, espérer, penser, croire que la naissance ne fait pas tout. Et donc, j'aime beaucoup je suis très, très anglophile. Donc, on ne peut pas aimer le rugby sans être anglophile. Et donc, la question de la dévolution de responsabilité au plus près du terrain, à toutes les communautés, familles, entreprises, c'est une pensée, vous imaginez, qui m'est familière, et aux collectivités locales, elle suppose un effort de simplification et d'identification de ceux qui prennent les décisions. Aujourd'hui, dans la vie locale, qui prend les décisions? Je suis maire et président d'agglomération d'une communauté de 165 000 personnes. Ce n'est pas énorme, mais c'est un petit quelque chose. Surtout dans un département qui en fait 600 000. C'est une des communautés les plus importantes de la Nouvelle-Aquitaine. Des 2 ou 3 les plus importantes, en dehors de Bordeaux. Je n'ai jamais eu une réunion avec le président de la région, qui est sympathique, que je connais bien, Alain Rousset. Jamais eu une réunion stratégique. Qu'est-ce qu'on fait pour la région? Qu'est-ce qu'on fait pour l'électronique, l'aéronautique, l'hydrogène? Qu'est-ce qu'on fait? Jamais une réunion. Et aucun de mes collègues maires et présidents d'agglomération n'a eu la moindre réunion. L'autre jour, je parlais avec un élu normand très important, dont je croyais qu'il était, dont je savais qu'il était membre du même parti politique que le président de la région, Hervé Morin, que je connais bien parce qu'il a été pendant longtemps. Eh bien, le président de ce département, membre du même parti politique, me dit jamais je ne suis consulté par le président de la région pour ce qu'on doit faire dans mon département. On a construit comme ça des isolats, fermés sur eux-mêmes, et les présidents et responsables de la vie publique locale ont tous l'impression qu'ils sont rois dans leur royaume, moi aussi. Hein. En plus, c'est une ville royale, donc. Mais tous et chacun pour soi. Tant qu'on ne remet pas en question, de manière explicable à tout le monde, cette insularisation croissante de collectivités dont personne ne connaît
les élus et le mode de fonctionnement. Il n'y a que la mairie dont on connaisse. La mairie, on sait très bien. Il y a des maires et des conseillers municipaux. Et il y a une vie publique locale. Le reste est aujourd'hui... Les conseils départementaux aujourd'hui, c'est très difficile à expliquer. Quelles sont les compétences entre une intercommunalité de taille et un conseil départemental? Comment on répartit les compétences entre les deux? Et la région, n'en parlons pas. Surtout des régions comme la mienne. Il faut 7 heures pour aller d'un bout à l'autre de la région. Et on croit que c'est une région. Et c'est pareil pour le Grand Est, et c'est pareil pour Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont des constructions artificielles qui ont été décidées. Là, il y a un responsable, c'est François Hollande, qui a décidé ça sans consulter ni un géographe, ni un historien, ni un sociologue. Il a consulté une seule chose, la calculatrice électorale. Eh bien, ceci a donné des régions qui n'ont pas d'identité. Et une entité sans identité ne peut pas avoir de projet. Alors, il y a une mission en cours qui a été confiée à Éric Woerth. On verra quelles sont ses conclusions dans les prochaines semaines. Laurent Capelletti, je vous laisse réagir très brièvement et après je voudrais quand même qu'on prenne quelques questions de la salle. Il nous reste peu de temps. Merci. Voilà, très brièvement, donc c'est pour souligner, on m'avait dit que j'avais le droit de le faire. Donc 2 points que vous avez soulevés sur 2 principes dans lesquels mes travaux, en fait, nos travaux vous rejoignent. C'est sur le fait donc pour nourrir la décision politique pertinente, mais également d'ailleurs entrepreneuriale, c'est la négociation, la contractualisation, mais de façon systémique et holistique. Ça veut dire que le capitaliste, dont on a montré qu'il avait un rôle très important pour nourrir le social, qui ne tient pas compte du social et de l'environnemental, il n'a rien compris. Il doit négocier effectivement des objectifs économiques qui tiennent compte de l'environnement et du social. Mais de la même façon, l'écologiste qui ne tient pas compte des contraintes sociales et économiques, de la même façon, il n'a rien compris. Parce qu'il aura bien évidemment en face de lui des révoltes sociales et des crises économiques. Et il y a un élément, et j'en terminerai là-dessus, que vous avez donné pour bien négocier, bien contractualiser, que je retrouve aussi et que je développe dans mes recherches en comptabilité, figurez-vous, qui est l'ordre de grandeur, la réhabilitation de l'ordre de grandeur. Parce qu'on ne peut pas négocier l'exactitude et l'exhaustivité. Donc il faut effectivement se mettre d'accord sur des ordres de grandeur économiques, sociaux, environnementaux, sur lesquels effectivement on a du grain à moudre pour négocier et trouver des équilibres. Merci Laurent Capelletti. Je me tourne vers Dominique qui a les questions de la salle. Vous allez avoir le micro. Merci beaucoup. Donc on a eu beaucoup de questions. Je vais essayer de les synthétiser en une seule. Quelque part, le fil directeur, le fil conducteur de ces différentes questions, c'est comment parvenir à penser contre soi-même à travers les différents changements qui sont face à nous. Premièrement, éducatif, comment est-ce qu'on parvient à apprendre tout au long de la vie, à faire apprendre tout au long de la vie aux différentes personnes, aux différents acteurs, avec les différentes mutations qui sont face à elles. Deuxièmement, comment est-ce qu'on parvient à penser d'un point de vue organisationnel contre lui-même? Comment est-ce qu'on parvient à faire un changement réellement endogène à tous nos systèmes qui aujourd'hui semblent obsolètes? Et enfin, d'un point de vue générationnel, comment est-ce qu'on arrive à penser contre nous-mêmes en se disant que nous ne vivons pas pour notre propre génération, mais pour la survie notamment environnementale de celles qui viennent avant nous? Donc comment fait-on dans ce monde profondément individualiste, comme vous l'avez dit, Monsieur Bueno, pour penser contre nous-mêmes, pour préparer au mieux l'avenir? Alors, un ensemble de questions. Pardon, monsieur, vous aviez une question comme ça, on les regroupe et vous pouvez y répondre ensemble. Merci. Christophe Dubois-Damien, président du comité économie d'ingénieurs et scientifiques de France, entre autres activités. Monsieur Bayrou, deux questions. La première, vous nous dites à juste titre que la France est très bonne élève dans le domaine de l'écologie, pour faire simple, et que on est face à une dimension internationale, certes. Mais je n'ai pas très bien compris. Toujours les ordres de grandeur. Non, mais j'ai très bien, merci beaucoup. Mais la réalité, c'est que des COP internationales existent. Alors, est-ce que c'est pas tout simplement parce que quand le Premier ministre indien dit « je continuerai avec des centrales à charbon », bah, on n'y arrive pas. Et l'Afrique, pareil. Première question, c'est parce qu'on n'y arrive pas, parce que la France n'y arrive pas, parce que l'Europe n'y arrive pas à faire fléchir. La deuxième question, que je n'ai pas compris non plus, c'est que vous nous avez dit
vous avez parlé de forage, vous avez parlé d'une énergie gratuite, etc. Vous pensez à l'énergie de la Terre, vous pensez à l'hydrogène, vous pensez à quoi? Je pense à l'hydrogène, c'est peut-être possible, mais ce n'est pas pour tout de suite. La géothermie, c'est-à-dire la température du sous-sol, que l'on peut capter par des pompes à chaleur et qui est réversible. On peut s'en servir l'hiver pour chauffer et l'été pour rafraîchir. Cette énergie est immédiatement disponible dans les couches les plus supérieures, les plus proches de la surface, même dans les 10 premiers mètres, et aller jusqu'à 150 mètres, ce qui est les forages. Je visitais hier un forage, un chantier de forage. Le chantier, les 150 mètres du forage sont faits en 24 heures. Donc c'est immédiatement disponible. Cette énergie-là, gratuite et éternelle, qui est l'énergie de la planète, elle est immédiatement disponible. Et quant au changement qu'on peut espérer obtenir dans un débat géopolitique qui concerne l'ensemble de nos pays, ça ne peut se faire que s'il y a des entités puissantes. L'Europe pourrait en être une, en sera une, j'espère, à commencer à en être une, des entités puissantes qui peuvent parler d'égal à égal ou presque d'égal à égal avec la Chine, avec les États-Unis, avec les très grands intervenants, avec le Brésil, avec les grands intervenants de la politique sur la planète. Et donc c'est important. Je voudrais essayer de vous répondre. Parce Comment penser contre nous-mêmes? Oui, alors moi je vais aller encore un peu plus loin. Penser contre soi-même, c'est une nécessité et ça s'apprend. Mais en fait, quand je réfléchis dans ma vie politique, j'avais 20 ans, je pensais les mêmes choses qu'aujourd'hui à peu près. Je me suis engagé dans le parti politique qui représentait le centre à l'époque, j'avais 20 ans. Et c'était ma maison. J'étais à l'aise dans cette pensée. J'ai changé sur 2 points. Un, quand j'étais jeune, j'étais autogestionnaire. Et maintenant, je pense qu'il faut des leaders. Que la démocratie consiste en particulier à dégager des leaders. Parce que si ce n'est pas incarné, ça n'existe pas. La démocratie participative, si on la pratique, on voit que c'est très compliqué et très difficile de dégager des... Vous avez parlé des conventions. Il y a un problème sur les conventions. Moi, je ne sais pas qui les forme. Je ne sais pas qui sont les gens qui décident prétendument à ma place. Or, la démocratie, ça consiste à ce que tout le monde ait la responsabilité de décider. Et le deuxième point sur lequel j'ai bougé, je suis arrivé à quelque chose qui franchement pour moi est mieux que ce que je pensais. Je pensais comme tout le monde que la démocratie, ça consistait à faire triompher ses idées sur celles des autres. Et j'ai compris aujourd'hui que la vraie démocratie, ça consiste à organiser le débat pour que chacun y trouve sa place, que mes idées y trouvent leur place, mais que les autres aussi y trouvent leur place. Et c'est ce à quoi la France a été rebelle pendant si longtemps, c'est l'organisation du pluralisme. Nous étions un pays de bipolarisation. Et il n'y a rien de plus stupide que la bipolarisation. Nous avons perdu des décennies parce que ce qui arrivait détruisait ce qu'avaient fait ceux qui partaient. Or, je suis un homme du centre, mais je pense qu'il faut des gens de droite, il faut des gens de gauche, et que c'est assez facile, une fois qu'on accepte que l'autre soit différent de vous, c'est assez facile de discuter avec lui et d'essayer de trouver des terrains d'entente. Mais pour ça, il faut des organisations. Ça ne vous étonnera pas qu'en disant ça, je défende une loi électorale juste, proportionnelle, qui fasse que chaque sensibilité ait la certitude d'être représentée.
Et donc, comment apprendre à penser contre soi-même? En discutant avec des gens qui ne sont pas de votre avis. En acceptant que le débat, ce qui est absolument le contraire à l'Assemblée nationale aujourd'hui, que le débat permette, mais qui existe au Parlement européen par exemple, que le débat permette que la vision des uns se confronte et passe de manière hostile à la vision des autres. Les attentes, par exemple, la droite c'était l'identité, la gauche c'était le social. Il se trouve qu'on a besoin des deux. On ne peut pas se passer d'identité et on ne peut pas négliger l'aspiration sociale. Et ça ne peut pas se faire dans une confrontation face à face bipolarisée. On a besoin que des sensibilités nouvelles puissent s'exprimer, puissent apparaître. Et cette organisation du pluralisme est terriblement déficiente en France. Et on a beaucoup de mal à faire entendre cela. On est le seul pays en Europe, le seul, qui ne sait pas organiser ça. Avec la Grande-Bretagne un peu. Ce sera peut-être un chantier, un débat pour de prochaines échéances électorales. Merci beaucoup François Bayrou. Nous sommes arrivés au terme de cette table ronde. Merci Laurent Capelletti, Antoine Bueno et Jean-Thomas Le Sueur d'être venus ici pour exposer vos idées, défendre vos arguments. Je souhaite à toutes et tous un excellent appétit ici au Sablon. À très bientôt.